12h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Nadège Kofi. Rencontre du Conseil national de sécurité hier au palais présidentiel. L'organe note avec satisfaction une nette amélioration de la situation sécuritaire générale dans le pays. Mise en service de l'unité de traitement d'eau potable de la ville d'Issia. Les travaux pour étendre le réseau d'eau lancés également. Coût global 2 milliards 37 millions de francs CFA. Et puis dernière ligne droite pour le choix du président de la CENI en RDC. Les religions jusqu'à minuit ce vendredi pour désigner le futur président. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. On ouvre cette édition avec la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue hier. Une rencontre présidée par le chef de l'État. Le CNS note avec satisfaction une nette amélioration de la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire. Le président de la République a également exhorté à l'intensification des luttes contre l'orpaillage clandestin et les accidents de la route. Timoko Diarasouba. Tout en félicitant les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire générale, le chef de l'État les a instruits à poursuivre les opérations de lutte contre le grand banditisme. Le Conseil national de sécurité s'est notamment réjoui des résultats obtenus par l'opération Verrou d'Orient de sécurisation de la frontière Est initiée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le déguerpissement des sites d'orpaillage illégal. L'analyse de la situation sécuritaire a également fait ressortir une légère baisse du nombre d'accidents de la voie publique. Face à ce constat, le président Alassane Ouattara a instruit le Premier ministre afin que les recommandations pertinentes arrêtées en matière de réglementation, de sensibilisation et de répression soient mises en œuvre dans les meilleurs délais en vue de réduire le nombre d'accidents sur la route. Le ministre en charge de la Santé a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que l'insuffisance de vaccins sur le marché mondial a un impact sur le plan d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire qui prévoit la réception d'un peu plus d'1 million de doses de vaccins entre fin juillet et fin septembre 2021. Enfin, Alassane Ouattara a rappelé aux populations vivant en Côte d'Ivoire la nécessité de se faire vacciner et tester tout en continuant à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Quelques jours après l'incendie qui a endommagé des paliers de la direction du contrôle financier, des travaux de rénovation ont été effectués pour des locaux de qualité. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État s'est rendu dans les locaux hier. Moussa Sanogo en a profité pour saluer la performance de ses collaborateurs et les exhorter à continuer dans ce sens. Les paliers du 11e et du 12e étage occupés par la direction du contrôle financier avaient été victimes d'un incendie. Donc il nous importait de venir voir comment est-ce que la réhabilitation a eu lieu. En définitive, ça a été peut-être un mal pour un bien puisque on retrouve là des locaux de meilleure qualité, les conditions de travail se sont nettement améliorées. Et puis en plus, la direction en a profité également aussi pour progresser en se dotant d'outils modernes de gestion et de suivi du travail des contrôleurs financiers. Un message de bonne continuation dans ce qu'ils ont fait jusque-là, leur demander donc de ne rien changer, de continuer à progresser. Et ça, c'est pour le bien non seulement de la direction du contrôleur financier, mais également pour l'ensemble de l'administration ivoirienne et donc pour les populations ivoiriennes elles-mêmes. L'ENA, l'École nationale d'administration, veut renforcer et consolider la formation des cadres de l'administration ivoirienne. Elle organise depuis mardi un atelier de validation des syllabus de cours, des modules de spécialité. Pour une formation efficiente, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration propose des innovations. On écoute Anne-Désirée Oloto. Notre pays est engagé dans un processus global de progrès qui doit être consolidé, qui doit être renforcé et poursuivi dans un environnement aux défis stratégiques, humains et économiques multiples et complexes. L'ENA devra aussi se réinventer au niveau technologique. Les innovations technologiques, notamment dans les domaines de la formation de haut niveau, offrent d'importantes opportunités pour des formations à distance, des échanges avec des institutions homologues partout dans le monde. Ces chantiers devraient être ouverts sans complexe, avec audace et détermination. C'est seulement à ce prix que les réformes en cours auront de la pertinence. Et je puis vous assurer que le soutien et l'appui institutionnel attendu à cette fin vous restent acquis.
Dans l'enseignement supérieur, l'Université Polytechnique de Mans a fait un 100% de réussite pour la première couvée de master et ingénieurs. Les étudiants en fin de cycle ont été présentés lors d'une cérémonie de collation des grades, au cours de laquelle a eu lieu le baptême de ces 2 premières promotions à Abidjan. Ce sont au total 57 du master et 34 du cycle ingénieur. Une fierté pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. En tant qu'enseignant, puisque j'ai donné le premier cours magistral de cette université, donc je suis heureux de voir ce que sont devenus aujourd'hui mes étudiants de l'époque. Et ça, vraiment, ça mérite d'être salué, ça mérite d'être encouragé. Et en plus de cela, c'est que quand on regarde le fonctionnement de l'Université Polytechnique de Mans, notamment en termes de rendement interne, c'est-à-dire en taux de réussite des apprenants et également en taux d'insertion, il y a de quoi être fier de cette université qui, petit à petit, est en train de faire en sorte que l'objectif global assigné au sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique par le président de la République soit atteint, à savoir former des ressources humaines de qualité qui participent de façon efficace au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Cette université est en quelque sorte un laboratoire pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puisque un certain nombre d'orientations stratégiques du ministère sont en train d'être mises en œuvre dans cette université. Vous écoutez le journal de la mi-journée sur Radio Côte d'Ivoire. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État était en visite à Ouagadougou, une sous-préfecture située dans la région du Béret. Moussa Sanogo a offert au nom du président de la République une ambulance à médicaliser flambant neuve aux populations de la localité. Le compte-rendu d'Abdoul Kamagaté de Radio Boaké. Un jour mémorable pour les populations de la sous-préfecture de Ouagadougou, localité située dans la région du Béret. La visite du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Elles sont sorties massivement accueillir chaleureusement leur illustre hôte avec plusieurs danses traditionnelles. Devant cette population fortement mobilisée, le ministre Moussa Sanogo a rappelé les circonstances de sa venue à Ouagadougou avant d'annoncer la réalisation d'un vœu cher au chef canton. À l'occasion de la visite que m'a rendue la notabilité de Ouagadougou, diverses doléances m'avaient été soumises. Et l'une d'entre elles m'avait semblé urgente. Elle concernait le secteur de la santé. Il m'avait été indiqué que l'ambulance de Ouagadougou avait pris de l'âge. Et grâce à vos prières, nous ne sommes pas venus les mains vides. À compter de ce jour, Ouagadougou bénéficiera d'une nouvelle ambulance. Devant les associations de jeunesse et de femmes, les chefs cantons ainsi que le corps préfectoral, le ministre Moussa Sanogo exhorte les fils et filles à la cohésion sociale pour le développement de Ouagadougou. On ne peut pas avoir une telle jeunesse, tant de cadres, sans que Ouagadougou ne soit un grand pôle de développement dans le Béret. Je prends l'engagement d'être toujours aux côtés de votre ministère de développement et vous prenez l'engagement de faire avancer vite Ouagadougou. Plusieurs actions de développement sont envisagées pour l'essor de la localité. Abdoul Kamagaté, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Direction Issia, où le ministre de l'Hydraulique a mis en service l'unité de traitement d'eau potable. Thiaba Laurent a également lancé les travaux pour étendre le réseau d'eau de la ville. Coût global, 2,37 milliards de francs CFA. Alassane Koulibaly. Le ministre de l'Hydraulique a Issia pour résoudre les problèmes d'eau des populations. Une unité de traitement d'eau potable a été mise en service. Il a également lancé les travaux d'extension du réseau dans le souci de permettre aux populations installées dans les nouveaux quartiers de se connecter au réseau d'eau potable. Ces travaux, d'un coût global d'1,27 milliard de francs CFA, consisteront en la pose de 20 km de canalisation pour permettre à 3000 ménages en plus de s'abonner au réseau d'eau potable. D'où la joie des populations. Bakaïko Adama, habitant d'Issia. Le projet que le ministre vient de présenter nous emporte entière satisfaction et un espoir. Nous, en tant que garçons, quand nous voyons nos femmes se lever très tôt, souvent quand il y a un manque d'eau, vraiment ça fait pitié. Et le projet nous nourrit beaucoup d'espoir. Nos calvaires prendront fin. Les dispositions sont prises pour que les populations d'Issia aient une eau saine. Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. Nous assurons les populations que l'eau étant incolore, inodore et sans saveur, nous prenons toutes les dispositions dans le travail que nous allons mener avec nos partenaires pour que ces différents problèmes qui n'entament en rien la potabilité de cette eau
puisse être adressée. Le gouvernement a investi au total 2,37 milliards de francs CFA pour adresser les problèmes d'eau potable à Issia. Alassane Koulibaly, Issia, Radio Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan, où le Conseil national du dialogue social, CNDS, a tenu sa deuxième session ordinaire dans ses nouveaux locaux à Cocody-Bonouma. Au menu, entre autres, le renforcement du dialogue social au sein des structures d'entreprise, la promotion de la convention numéro 190 de l'OIT relative à la lutte contre la violence sexuelle et le harcèlement qui mine le monde du travail. Le président du CNDS revient justement sur la convention numéro 190 de l'OIT. Ndomi Bernard. Le CNDS se porte très bien dans ses habits neufs. Le BIT, la conférence nationale du travail, normalise le travail. La question relative aux violences et harcèlement sexuel est une question vieille, parce que ça fait des années que les organisations féminines, les femmes au travail elles-mêmes, demandent à l'OIT de réglementer cette question. Grâce aux différentes démarches, on est arrivé à la convention 190. Mais vous savez, une convention, il ne s'agit pas de la prendre. À quoi sert une loi non appliquée? Il faut que la loi soit appliquée. Et selon le système normatif, une convention, pour qu'elle soit applicable, il faut qu'elle soit ratifiée. Mais notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas encore ratifié. Elle cherche à la ratifier. On a été instruit par la Conférence nationale du travail à l'effet d'apporter notre grain de sel à cette démarche sur la Convention 190, avec appui de la recommandation 206. 60 acteurs des radios de proximité de Côte d'Ivoire renforcent leur capacité à Grand-Bassam, un atelier de formation soutenu par l'UNICEF et qui doit permettre à ces radios locales de se rapprocher davantage des réalités de leur population. Les questions liées au droit, à l'environnement, à la santé sont abordées au cours de ce séminaire. L'initiative est de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Eric Gou en est le président. Nous avons un partenariat avec l'UNICEF, qui est un partenaire stratégique de l'URPCI. Et nous avons aussi une convention qui doit nous permettre donc de pouvoir promouvoir les droits de l'enfant sur certaines thématiques dont la santé, l'environnement, le lavage des mains. Ces séminaires pour justement renforcer les capacités de nos animateurs, des producteurs des radios de proximité, parce que ce sont des thématiques très importantes. Et l'URPCI s'est engagé à faire des radios, donc des instruments utiles à la population, des instruments pour le changement de comportement. 60 radios sont donc conventionnées à ce partenariat. Et l'UNICEF a décidé d'aller plus loin en offrant même du matériel de production en radio. Donc un ordinateur et puis un enregistreur numérique qui va nous permettre aux producteurs de pouvoir travailler aisément sur le terrain. En plus de cela, l'UNICEF va nous apporter un appui dans le cadre de la production de nos émissions. Donc nous pensons que c'est un partenariat très intéressant qui va permettre aux radios justement de pouvoir faire des émissions assez intéressantes pour nos populations. Dans l'actualité hors de nos frontières, à dernière ligne droite pour le choix du président de la CENI en RDC, les tractations entre confessions religieuses pour désigner le futur président de la commission électorale doivent reprendre ce vendredi. Le président de la plateforme des confessions religieuses, le catholique Monseigneur Ntombi, invite les autres confessions religieuses au siège de l'épiscopat pour tenter de trouver un consensus. Le président de l'Assemblée nationale leur a donné 48 heures pour trouver une solution, un délai qui expire ce vendredi soir à minuit. Au Mali, le général Moussa Diawara, arrêté hier jeudi, est placé en détention à Bamako. De sources judiciaires, il a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré, qui n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2016. Et puis aux États-Unis, la vaccination sera obligatoire pour tous les employés fédéraux. Le président américain l'a annoncé hier. Si l'on s'en tient au personnel civil, 2,1 millions de personnes sont potentiellement concernées. Une décision prise pour faire face à l'accroissement du nombre d'infections aux États-Unis. En début de semaine, les autorités sanitaires ont elles aussi durci le ton face à la reprise de la pandémie. Un mot de sport dans cette édition. Jeux olympiques à Tokyo 2021, athlétisme, début réussi de Talou Marie-Josée et Muriel Aouré. Talou Marie-Josée a été impressionnante. L'éléphante a réalisé un nouveau record en 10 secondes 78 centièmes, terminant tête de sa série. C'est d'ailleurs le meilleur chrono des 8 séries. C'est historique, d'autant plus que cette performance n'a jamais été réalisée en série aux Jeux olympiques. Juste après la course, suivant la réaction de Talou Marie-Josée. Je suis encore sous le choc parce que je savais que j'étais prête à courir vite, mais pas prête à courir vite à la première course parce que, comme vous l'avez vu, j'ai même pas couru.
pousser sur 40 mètres, essayer de voir qui est à mon niveau et courir relâcher. Et 10,78 senior. J'essaie de ne pas être trop euphorique, j'essaie d'être concentrée et de ne pas me dire que bon voilà, c'est 10,78, mais rester concentré pour la demi-finale et la finale demain. Le climat aussi est bon, donc on croise les doigts. Talou Marie-Josée, moins rapide, l'autre éléphante Muriel Aouré a bouclé la série du 100 mètres en 11 secondes 16 centièmes, finissant à la 3e place. Elle ne cache pas sa joie après sa qualification. Je suis très contente parce que cette saison n'a pas du tout été facile pour moi. J'ai eu tellement de blessures et tellement de petits bobos, mais grâce à Dieu, tout va bien. J'ai pu me qualifier pour demain, c'est ça qui est le plus important. Vraiment, c'est entrer en finale et après ça, maintenant, la médaille que j'ai, en tout cas, je serai contente. Mais je me bats pour ça. La forme est là, en tout cas, la forme est là. La forme est là. Rendez-vous demain samedi à 4h15 du matin pour les demi-finales. Chez les messieurs, Sissé-Gueux Arthur débute le 100 mètres également demain samedi. On s'arrête sur cette information, le rappel de l'essentiel. La rencontre du Conseil national de sécurité hier au palais présidentiel. L'organe note avec satisfaction une nette amélioration de la situation sécuritaire générale dans le pays. Mise en service de l'unité de traitement d'eau potable de la ville d'Issia. Les travaux pour étendre le réseau d'eau lancé également. Coût global à 2 milliards 37 millions de francs CFA. Et puis dernière ligne droite pour le choix du président de la CENI en RDC. Les religieux ont jusqu'à minuit ce vendredi pour désigner le futur président de la commission électorale. Mesdames et messieurs, merci de rester à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Sikwasi interroge le président de l'Union des sociétés civiles du Denguélé, une union qui vient pour barrer la route aux accidents de la route et susciter le développement. Touré Adama est l'invité du jour. Mais avant, Gervais Amani revient sur l'impact de l'installation d'un commissariat de police dans la commune de Ouragayo pour les opérateurs économiques. C'était le journal présenté par Nadège Kofi. Pour les opérateurs économiques de Ouragayo, l'ouverture du commissariat permet à la police de se rapprocher davantage des populations et de mieux assurer leur sécurité et leur quiétude en prévenant et en réprimant la criminalité sous toutes ses formes. Le commissariat, on vient de l'ouvrir tout de suite maintenant là pour dire que non, et le commissariat est là, donc le problème de banditisme s'est arrêté. Là, je serais en train de mentir. Parce que le plus souvent, c'est dans la traite. Ça veut dire à partir du mois d'août, septembre jusqu'en décembre, c'est là que les gens sévissent. Objectivement, on ne fait que regarder pour le moment pour voir quand nous allons entrer dans la traite, comment ça va se passer. Nos attentes, c'est le respect de la population. Quand je dis respect, c'est s'appuyer sur les lois, s'appuyer sur le bon sens. Et enfin, pour l'économie, déjà, il faudrait qu'on arrête tout ce qui est tracasserie, parce que ça nous coûte cher en tant qu'opérateur. Deuxième chose, assurer la sécurité des personnes. Charles Bana, l'installation du commissariat de police de Ouragayo, nous pensons que c'est une très bonne chose. Il y a longtemps que Ouragayo attendait. Ça va véritablement permettre aux uns et aux autres de dormir en sécurité. La gendarmerie était toute seule. Aujourd'hui, ça fait un plus. Le volet sécurité, véritablement, on en avait besoin. Aujourd'hui même déjà, il y a des gens qu'on a déjà déférés. Donc, le travail a déjà commencé. Nous sommes très heureux pourvu que ça dure, et soit beaucoup plus vigilant. Ce nouveau service de police est doté d'un véhicule de type 4x4 et est placé sous le commandement du commissaire Aka Brahima. Il sera aidé dans sa tâche par 50 éléments. M. Zaouli, fondateur du collège privé Lotus de Caraï. Le commissariat à Ouragayo, on peut dire que c'est déjà la bienvenue parce que bien vrai qu'il existe déjà une structure sécuritaire qui est la gendarmerie, mais en plus de la gendarmerie, pour plus de proximité, le commissariat est la bienvenue parce que les policiers pourront aider plus les opérateurs économiques pour leur sécurité, pour éviter les braquages, puisque quand on n'est pas braqué, qu'on ne connaît pas une situation d'insécurité, on est plus à l'aise, voilà, dans sa peau, on est libre d'entreprendre et tout ça. Donc leur arrivée est une bouffée d'oxygène, un ouf de soulagement pour la population. Zéril Landry à l'état civil, c'est bienvenu le commissariat de Ouragayo par rapport à la sécurité des mamans de Ouragayo même, c'est déjà bon et nous soutenons ça pour le bon travail que le président Alassane Ouattara fait. Nous sommes d'accord avec ça. Par rapport à la sécurité, ça peut éviter la drogue. Il suffit que les autorités de la ville de Ouragayo s'attendent et puis le travail soit bien fait, c'est tout. Nous, les opérateurs économiques, c'est bon pour notre sécurité. Rappelant le caractère républicain de la police, le préfet de police du district du Goldiboa a appelé les nouveaux policiers de Ouragayo et la population à collaborer pour une meilleure efficacité des premiers. En plus du commissariat, Ouragayo a vu son réseau routier bénéficier de bitume dans certains quartiers.
De la voie principale jusqu'à la sous-préfecture pour arriver au quartier BT, la route est devenue praticable grâce au goudron. Ajoutons à cela un château d'eau en cours de réalisation. Charles Bana. Les réalisations, ce n'est jamais mauvais de bénéficier du développement de la part des autorités qui dirigent le pays. Voilà, on a eu le goudron, le château, il est là, on attend l'ouverture officielle. Je pense que c'est déjà bon, mais si on peut encore avoir d'autres choses, parce que c'est une sous-préfecture qui est vieille de plus de 60 ans, si on a un département, c'est pas mauvais. Koudou Élise, coiffeuse de la région de Ouagayo. Vraiment, j'apprécie les réalisations du président. Il travaille partout. Je vous assure, grâce à lui, de nombreux jeunes ont commencé à travailler. Les infrastructures ont été réalisées. Les hôpitaux sont réhabilités. Vraiment, je dis merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour cette nation. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu offrir, je dirais même dans la région du Go, de nombreux investissements au niveau éducation nationale, au niveau électricité. De nombreux villages ont été électrifiés. En ce qui nous concerne, nous sommes très heureux de bénéficier de ces infrastructures sociales. Nous voudrons profiter de cette occasion pour remercier le président de la République d'avoir pensé à nous. Au lieu de s'abreuver à la sauce, au marigot, à l'eau de pluie, l'eau est courante désormais dans nos villages et nous avons la chance d'être protégés des maladies, de beaucoup de maladies. Donc l'impact est positif. Vous faites bien de choisir la meilleure des radios sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire. L'invité du jour. Monsieur Touré Adama, bonjour. Bonjour, monsieur Sié. Vous êtes le président de l'Union des sociétés civiles du Denguélé. Pourquoi avez-vous décidé de créer une union dans le Denguélé? Dans une ville, il y a la société civile et il y a les partis politiques. Alors, nous avons voulu combler ce vide parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'associations de femmes surtout. Donc, il était important que nous fédérons toutes ces forces-là dans le Denguélé pour que nous puissions créer une harmonisation et pouvoir créer des emplois. On a pu le constater quand on a parcouru les textes de votre union. On voit en première position la lutte contre les accidents dans le Denguélé. Pourquoi? Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une épidémie, je peux dire, d'accidents, ces deux roues-là, qui endeuillaient quotidiennement nos populations. Les gens meurent par la faute d'autres personnes, simplement par l'incivisme sur les routes. Nos parents étaient dans un désarroi monstrueux parce que tout le temps, tous les jours, à l'hôpital, dans les différents points, c'était des morts, des bras cassés, des pieds cassés. On ne peut pas rester pantois face à cette situation. À la création, nous avons 12 associations et parmi les 12 associations, il y avait les conducteurs de deux roues qui sont membres fondateurs de l'Union des sociétés civiles du Denguélé. Et donc nous nous sommes saisis automatiquement de ce fléau-là. Tout à fait, vous ne pouvez pas rester inactif et vous avez décidé de travailler au quotidien. Alors depuis la création de l'Union, qu'est-ce qui a changé? Comment vous avez réussi à renverser la vapeur? En avril, nous avons fêté nos 3 ans. Aujourd'hui, nous avons réussi à amener à une prise de conscience du côté de nos motocyclistes qui, pendant les mariages, conduisaient de façon désinvolte et vraiment imprudente. Au lieu que ce soit des fêtes de mariage, on se retrouvait après dans les hôpitaux ou à la morgue en train de faire des enterrements. Nous avons un imam très influent de la ville d'Odjené, l'imam Moualim Yakou Doumia. Chaque vendredi, on parle de ce fléau-là, demander à ce que nos parents arrêtent de faire n'importe quoi pendant les mariages. Toujours dans l'optique d'amener à la prise de conscience collective de tous les routiers et que nous continuions à trouver des voies et moyens d'extirper dans nos rangs les gens qui consomment de la drogue et des stupéfiants. Parce que tout ça, c'est des choses qu'on connaît maintenant. Il y a des jeunes ici, ma foi, à cause de l'effet de la drogue, pendant les mariages, se bandent carrément les yeux et se mettent à conduire des motos. Il y a une association musulmane qui est membre fondatrice au niveau de notre société civile, qu'on appelle Sirinya Sigi, qui est dirigée par l'imam Moualim Yakou Doumia. En semaine, c'est au moins 3 villages qui sont parcourus pour essayer de porter le message de la lutte contre les accidents. On est allé plus loin en donnant un numéro de nos secrétaires présents ici à Odjené. Si vous montez derrière un motocycliste qui pue l'alcool, appelez-nous. C'est des choses qui étaient là et les populations étaient totalement impuissantes. Vous êtes dans le besoin, la première moto pour vous déplacer d'un point A à un point B et il pue l'alcool ou il est carrément ivre de drogue. Les gens sont souvent obligés de monter parce qu'ils ne veulent pas rester sous le soleil ou sous la pluie. Automatiquement, le numéro est là. Ils nous appellent et nous essayons de faire l'effort de retrouver rapidement ce motocycliste-là et de le faire arrêter. Sa moto soit mise en fourrière pour l'amener à ne plus le faire.
Aujourd'hui, les résultats sont probants. Nous sommes heureux de nous rendre compte que les gens n'appellent plus règlement. C'est devenu une concurrence régionale. Le président de la République a demandé au ministre de mener une action vigoureuse sur le terrain pour éviter les accidents au grand maximum. Quel est votre appel aujourd'hui, 3 ans après la création de l'Union des sociétés civiles du Denguélé? Nous avons beaucoup d'analphabètes dans nos régions. Nous lançons un appel solennel à tous les conducteurs de moto de respecter le port du casque, de commencer à se préparer pour passer des permis avant de conduire les motos, parce que l'État a décidé que ce soit ainsi. Personne n'aura le droit de conduire une moto à partir de maintenant s'il n'a pas un permis de conduire requis pour la conduite des motos. Ça s'impose parce que le casque est primordial pour la sécurité du passager et de celui qui est sur la moto. Personne ne va vous soutenir tant que vous ne portez pas le casque. Tant que vos motos n'ont pas l'assurance, nous ne voulons pas vous voir sur les routes en Côte d'Ivoire. L'État a mis des documents administratifs avant de conduire les motos. Ce n'est pas parce qu'on est dans son village qu'on ne doit pas respecter ce que l'État de Côte d'Ivoire dit. Si tu es un vrai citoyen, tu dois respecter ce que les dirigeants de ton pays te demandent de faire. C'est pour notre bien et le bien de nos populations que l'État ivoirien a décidé que nous soyons vraiment des exemples dans la sous-région en respectant vraiment tous les codes de la route et en respectant les signalisations, les sens giratoires obligatoires à respecter, ne pas rouler des motos sans phare ni feu arrière la nuit pour ne pas vraiment créer des accidents. Odiéné est gangréné par le phénomène des parades des motos. Ça aussi, il faut réguler. Oui, il faut réguler cela. L'Union des sociétés civiles du Denguélé, ça a été notre premier cheval de bataille et nous avons réussi aujourd'hui à amener les gens pendant les mariages à ne pas faire d'acrobatie avec les motos. Ça, on a arrêté. Dès qu'il y a un cas, on appelle la police. Ils viennent arraisonner les motos. Et on arrête carrément le cortège. Et nous continuons à lancer l'appel à tous ceux qui roulent les motos dans le Denguélé et dans le nord de la Côte d'Ivoire, qu'ils arrêtent ces parades inappropriées. Ça n'a pas de sens. Tuer un être humain parce que tu as été inconscient à un moment donné sur la voie publique, ne faites pas de bêtises pour ne pas ôter la vie à autrui. C'est une responsabilité qui va vous suivre même chez Dieu. Monsieur Touré Adama, merci. Merci M. Sié. Merci à Radio Côte d'Ivoire.